Mohamed, tu filmes là? Non, je filme pas, je fais une photo. Ce jeune homme de 23 ans, c'est Mohamed Merah, Vas-y, tu me dis que je ferai la photo. quelques jours avant les meurtres. Dans un mois, il va assassiner lâchement 7 personnes, parmi lesquelles 3 enfants. Le 10 février 2012, il est filmé par un ami à la montagne. On y va? Vas-y, on y va. Viens, on fait la noire en face. On fait la noire? Ouais. Les 3 copains ont quitté Toulouse et leur cité pour venir skier dans cette station du Jura. Attends-moi, Mohamed. Vas-y, dernière idée en bas. Mohamed est plutôt bon skieur, habitué depuis tout petit à passer des vacances au sport d'hiver. Il est là sur toutes les bosses. Hey, Mohamed. Sur ces images, le jeune homme semble heureux et détendu. Ça va, tu t'es rattrapé quand même. Un jeune homme souriant et plein de vie. Rien ne laisse présager qu'il va être à l'origine d'un drame national. On va essayer de déraper, gars. Dans 30 jours pourtant, Mohamed Merah va abattre froidement 3 militaires, un père de famille et 3 enfants. Mars 2012. La France est sous le choc, effarée par les tueries commises par Mohamed Merah. En pleine campagne présidentielle, les Français découvrent avec stupeur que le monstre tueur d'enfants est un jeune de banlieue à peine âgé de 23 ans. Mais qui est-il vraiment? Et comment en est-il arrivé à tuer 7 personnes de sang-froid? Notre enquête retrace l'histoire invraisemblable de ce gamin de banlieue devenu l'ennemi public numéro 1 au nom d'un islam radical. De Toulouse où il entretient des liens troubles avec la police, jusqu'au Pakistan où il bascule dans le fanatisme, nos investigations montrent un autre visage de Mohamed Merah, souvent à contre-courant des versions officielles. Comment a-t-il pu commettre de telles horreurs? Comment a-t-il pu se comporter à ce point comme un salaud? Mohamed Merah a filmé tous ses meurtres. Ces vidéos sont indiffusables. Nous avons reconstitué chaque crime le plus fidèlement possible. Tout a commencé à Toulouse par le meurtre d'un militaire, le maréchal des logis-chefs, Imad Ibn Ziaten. Cet après-midi-là, le parachutiste est un peu en avance. Il attend un acheteur, intéressé par sa moto. Sa Suzuki Bandit est en vente depuis quelques semaines sur Internet. Et pour prouver qu'elle est bien entretenue, Imad a précisé sur l'annonce « Je suis militaire ». Il a marqué « Je suis militaire ». S'il n'aura pas marqué « Je suis militaire », il sera là, mon fils. Il est mort parce qu'il est militaire. Les 2 hommes se sont donné rendez-vous sur le parking de ce gymnase désaffecté, proche de la Cité de l'Espace à Toulouse. L'acheteur arrive enfin. À un moment donné, un homme qui arrive vêtu de noir, avec un casque noir sur un scooter noir, s'approche. À peine descendu de son scooter, l'homme en noir se retourne subitement vers Imad et pointe le visage du militaire avec un pistolet. Apparemment, il lui a dit, voilà, tu es militaire. Mon fils lui a dit, oui, je suis militaire. Et alors? Il a dit, je vais te tuer. L'homme semble hésiter, mais face au refus du militaire de s'agenouiller, il lui tire une première balle dans la tête. Puis une deuxième, alors qu'il gît au sol. L'inconnu prend le temps de ramasser une douille et s'enfuit à toute vitesse, laissant le corps d'Imad sans vie. La police l'ignore encore, mais c'est le premier meurtre d'une longue liste.
Un promeneur qui a assisté au meurtre raconte la scène aux enquêteurs. Pour eux, le crime est lié à un trafic de drogue. Le tueur qui abat quelqu'un froidement avec son arme à 2 reprises, qui l'achève au sol, on se dit bon, c'est un règlement de compte plus qu'autre chose, vu le mode opératoire. Donc on va mener une petite enquête sur l'entourage, voir la personne qui c'est. Il me dit, madame, votre fils, est-ce qu'il y a un frère qui est jaloux, par exemple le grand, il peut le tuer? Est-ce que votre fils il a un problème d'argent, il trafiquait quelque chose? L'enquête s'oriente vers un banal règlement de compte. L'affaire ne remonte même pas jusqu'au ministre de l'Intérieur de l'époque. Au départ, lorsqu'il y a un premier assassinat d'un militaire à Toulouse, c'est un assassinat. Et par conséquent, c'est une enquête ordinaire qui se met en place. Une enquête ordinaire qui va pourtant prendre quelques jours plus tard une toute autre dimension. Quatre jours après la mort d'Ibn Ziaten, la police n'a toujours pas le moindre indice. C'est un nouveau drame qui va faire progresser l'enquête. Il a lieu à Montauban, à quelques kilomètres de Toulouse. La ville abrite le 17e régiment du génie parachutiste. Les bérets rouges sont partout dans les rues. Ce jour-là, les 3 copains, Abel Chenouf, Mohamed Le Gouad et Loïc Libert, retirent de l'argent au distributeur. À aucun moment, ils ne prêtent attention à l'homme en noir qui vient de garer son scooter derrière eux. L'homme casqué s'approche des militaires d'un pas déterminé. Il est armé. Il va abattre froidement les 2 premiers paras d'une balle dans la nuque et tire sur le 3e qui tente de s'enfuir. Dans la précipitation, l'homme fait tomber l'un de ses chargeurs au sol. Il ne le ramasse pas, mais il va récupérer là encore les douilles éparpillées sur le sol. Loïc Libert est aujourd'hui paraplégique. Mohamed Le Gouad et Abel Chenouf, eux, sont morts sur le coup. Cette fois-ci, les enquêteurs disposent de nombreux éléments pour tenter d'identifier le tueur. À commencer par la vidéosurveillance. La scène a été intégralement filmée par les caméras du guichet automatique. Et ce qu'elle montre se révèle très instructif. Un homme de 1m75 à 1m80, casqué, donc on n'a pas de signalement au niveau du visage, mince, froid, déterminé, et qui s'en va rapidement une fois son forfait commis, quoi. La vidéosurveillance permet aussi d'identifier le modèle du scooter, un T-Max de couleur noire. Elle révèle également aux enquêteurs un détail qui leur fait froid dans le dos. L'homme est équipé d'une caméra qu'il a placée sur son torse. Le tueur filme l'intégralité de ses meurtres, au plus près de ses victimes. Les caméras de la ville ont ensuite pris le relais et filmé le tueur au scooter pendant sa fuite. On y découvre l'homme lever son arme vers le ciel, comme un signe de victoire. Sur la scène de crime, c'est le chargeur oublié par le tueur qui va parler. Les 7 balles qu'il contenait sont envoyées pour expertise au labo de la police scientifique de Toulouse. C'est la même arme qui a tué à Toulouse et à Montauban. Lorsque il y a cette agression contre d'autres parachutistes à Montauban, c'était le 15, ça prend une autre tournure. Une course contre la montre s'engage alors, car le tueur de para peut tuer à nouveau, à tout moment. L'affaire est désormais prise très au sérieux au plus haut sommet de l'État. Et une piste est alors très vite privilégiée. Toutes les victimes sont des militaires d'origine maghrébine. Et immédiatement vient à l'esprit des enquêteurs et des magistrats qui les coiffent l'impression que peut-être il faut suivre une piste d'extrême droite. Deux jours seulement après la tuerie de Montauban, un caporal proche de la mouvance d'extrême droite est en garde à vue. C'est un suspect idéal. Il est passionné de moto et tireur d'élite dans une caserne proche de Montauban. Mais son emploi du temps va le disculper. Sont également entendus des propriétaires de scooters T-Max et de Colt 45 dans la région de Toulouse.
Mais toutes ces auditions ne mènent nulle part. Ce sont les recherches informatiques qui vont faire apparaître pour la première fois le nom des Meyrat dans la procédure. Les enquêteurs sont remontés sur l'annonce en ligne du premier soldat tué. Pour eux, le tueur l'avait forcément consulté afin de choisir sa première victime. Leur hypothèse, son but était de tuer un militaire. Il aurait donc tapé 2 mots-clés, moto plus militaire. Des milliers de données informatiques sont analysées et après 2 jours d'investigation, la police judiciaire établit une liste de suspects. 9 personnes avaient consulté l'annonce de M. Ziaten. Il y en avait 3 qui étaient sur Toulouse. Et parmi elles, il y avait Zulika Aziri, la mère de Abdelkader et Mohamed Meyrat, qui tous deux étaient signalés comme islamistes activistes. Cette liste de suspects publiée dans la presse est établie dès le 17 mars 2012. Elle montre bien qu'une semaine avant le meurtre, l'ordinateur de Madame Aziri s'est connecté à 2 reprises à l'annonce du militaire. Aziri, c'est le nom de la mère de Mohamed et Abdelkader Meyrat. Ces 2 fils auraient utilisé sa connexion Internet. Ils sont fichés comme islamistes radicaux et ils sont surveillés depuis des années par les services de renseignement, comme le prouvent ces notes confidentielles en notre possession. Pourquoi la police ne les a-t-elle pas interpellés immédiatement ? Pour de nombreux spécialistes, c'est un immense raté. Meyrat aurait pu être neutralisé bien avant qu'il ne commette d'autres tueries. Dimanche soir, il apparaît dans les radars, on va dire. On va le chercher, et puis c'est tout. On doit aller le chercher, le placer en garde à vue et vérifier. On a des indices concordants qui prouvent que, bon, cet individu, en plus, il a un palmarès, il a un dossier derrière lui. On va le chercher, on ne se pose pas de questions, si vous voulez. Mais vous savez, c'est toujours facile de refaire l'histoire après. Il fallait faire aussi des recoupements. Avec les informations de la PJ, il ne suffit pas d'avoir des suspicions. Heureusement, en France, on n'interpelle des gens que sur des faits, sur des certitudes. Pourtant, selon nos informations, Bernard Squarcini, alors patron du renseignement, recommandait, lui, d'interpeller les Meyrat dès le 18 mars, la veille du massacre de l'école juive. Mais la police judiciaire ne l'aurait pas suivi, focalisée sur la piste de l'extrême droite. C'est impensable. Il y a des enfants, si vous voulez, qui ont été tués, moi ça me bouffe. Il y a les autres enfants, les militaires, ce sont des enfants, ils pourraient être mes gosses, si vous voulez. Et il y a un loupé terrible. Un loupé qui va coûter cher. La tuerie de l'école juive va avoir lieu le lendemain matin. Bonsoir à tous. La France désemparée, édition spéciale sur cette fusillade dans une école juive à Toulouse. Un homme casqué a tué froidement 4 personnes, dont 3 jeunes enfants. L'émotion est immense, la campagne électorale est mise entre parenthèses. Qui est cet homme toujours en fuite? Pourquoi ces crimes? Le mode opératoire est le même que pour les meurtres des Parra. Les enquêteurs en sont convaincus, le tueur vient à nouveau de frapper dans cette école juive. Et la scène insupportable a été intégralement filmée par les caméras de surveillance. Il est 8h moins 5. La plupart des élèves sont déjà dans l'établissement. Sur le trottoir, Jonathan Sandler, un professeur de l'école, est avec ses 2 fils. Un homme avec un casque blanc arrive sur un scooter T-Max, blanc cette fois-ci. Personne ne remarque son pistolet mitrailleur en bandoulière. Pierre Lasserie est le père d'une élève qui a pu échapper au tueur. Il a visionné les bandes de vidéosurveillance. On voit effectivement un type sur son scooter qui poireaute, qui est là, qui bouge pas. Après, ça dégénère, hein. La bande, c'est absolument insoutenable. Il a simplement dégainé une arme et il a tiré sur les 3 ou 4 personnes qui se trouvaient là. L'homme au scooter tire une première rafale, mais son arme s'enraye. Il s'empare alors d'un Colt 45 et va commettre un acte d'une immense lâcheté, en abattant froidement le père et son fils de 5 ans. On sent quelqu'un qui est complètement à l'aise dans cette action. Il est complètement à l'aise. Il est comme un joueur de tennis qui joue bien au tennis. C'est un tueur qui tue bien.
L'assassin poursuit les enfants dans l'école. Le comble de l'horreur est atteint lorsqu'il tue Gabriel, 4 ans, et la petite Myriam, d'une balle dans la tête. Je me souviens de ces images terrifiantes que j'ai vues, sur lesquelles on voit Mohamed Merah se baisser pour se mettre à la hauteur de la tempe d'un bambin. C'est quelque chose d'absolument insoutenable. Ça reste quelque chose de monstrueux. C'est un vrai monstre qui est venu ce matin-là. L'assassin a fait 4 morts et 1 blessé. Et cette fois-ci, il a tué des enfants, juifs. Myriam Monsonego, 7 ans. Arié Sandler, 5 ans. Gabriel Sandler, 4 ans. Et leur père, Jonathan Sandler, 30 ans. L'affaire devient une tragédie nationale. La campagne présidentielle se fiche subitement et le jour même, Nicolas Sarkozy et François Hollande font le déplacement en urgence à Toulouse. Ce sont des images qu'on avait vues dans d'autres pays et qu'on n'avait jamais vues dans le nôtre. Toute la communauté nationale est bouleversée, est à vos côtés. Ce n'est pas une école, des Juifs, une ville qui ont été touchés. C'est la France tout entière. Des moyens exceptionnels sont alors déployés pour stopper la course sanglante du tueur. 200 enquêteurs sont mobilisés sur toute la France. Le groupe d'intervention du RAID rejoint également Toulouse. Le renseignement intérieur est désormais co-saisi de l'affaire. Les policiers du contre-espionnage local visionnent la vidéosurveillance. Ils ont l'impression de connaître le tueur. Les agents du renseignement aussi sont sur le coup et en visionnant les vidéos de l'école, pensent reconnaître Mohamed Merah par rapport à son allure, sa démarche, sa façon de se tenir, la façon de conduire le scooter. Mohamed Merah, un jeune Toulousain que les services de renseignement locaux connaissent bien. En 2011, ils l'ont surveillé des mois durant en raison de ses liens étroits avec les milieux islamistes. À 23 ans, le jeune homme, issu d'une cité sensible, est aussi connu des services de police pour une 12aine d'actes de délinquance. C'est des caillasages, c'est des actes de violence envers une assistante sociale quand il est jeune, c'est un vol à l'arraché, un vol de sac à main sur le menace d'une arme, je crois. On le voit dans des voitures volées, sur des scooters volés, il parade dans le quartier. Bon, il est quand même assez connu à ce niveau-là. Mais son grand frère Abdelkader fait un suspect plus crédible pour les enquêteurs. Donc on apprend sur Abdelkader Merah qu'il est un islamiste radical, qu'il pratique un islam fondamentaliste, salafiste, que sa femme est entièrement voilée, qu'il est parti en Égypte apprendre l'arabe, l'enseignement religieux. Abdelkader ou Mohamed? L'un des deux est-il le tueur au scooter? Les enquêteurs vont en avoir le cœur net dès le lendemain du massacre de l'école juive. Depuis plusieurs jours, les policiers font le tour des concessionnaires qui vendent des scooters T-Max, du même modèle que celui utilisé lors des meurtres. Dans ce magasin, un vendeur leur confie qu'un jeune propriétaire de T-Max est venu lui poser de drôles de questions. Cette personne s'est présentée pour savoir comment on pouvait enlever un tracker d'un Yamaha T-Max. C'est le système qui permet de localiser le véhicule quand il est volé. Cet homme, le vendeur s'en souvient. Il s'appelle Merah, mais il ne sait pas de quel frère il s'agit. L'un des Merah possède donc un scooter T-Max. Sans oublier la connexion de l'ordinateur de la mère à l'annonce du militaire. Le lien avec la famille Merah devient une évidence. La piste de l'extrême droite est alors abandonnée. Tous les services de police qui étaient sur le qui-vive mettent des surveillances en place sur les différents domiciles, que ce soit sur le frère Abdelkader à Haute-Rive, comme sur rue du Sergent Vignier à Toulouse pour Mohamed Merah. Les policiers entament donc une planque devant le logement d'Abdelkader, à Haute-Rive, à 40 km de Toulouse. Il a emménagé ici, dans ce pavillon, il y a quelques mois avec sa femme. À Toulouse, une deuxième équipe tente de localiser Mohamed à sa dernière adresse connue, le 17 rue du Sergent Vignier. Un policier en tenue d'agent EDF
place même discrètement une caméra devant son domicile. Elle va enregistrer toutes les allées et venues. Le jeune homme occupe un 2 pièces dans ce quartier tranquille de Toulouse. L'appartement est situé au premier étage. Derrière les volets clos, les policiers en planque ne remarquent aucun signe de vie. Mais le jeune homme est peut-être chez lui. Il a l'habitude de rester cloîtré des jours entiers à jouer aux jeux vidéo. Ce lundi 19 mars en tout cas, les policiers ignorent s'il est dans son appartement. Il leur faudra attendre le lendemain pour enfin l'apercevoir. Mais qui est vraiment Mohamed Merah? Qui était Mohamed Merah? Sa mère, Zoulira, estime le savoir mieux que quiconque. Chez moi. Près d'1 an après les faits, elle décide de s'exprimer publiquement pour la première fois. La mère de Mohamed vit aujourd'hui dans ce studio, loin de Toulouse et des siens. Et elle tient à dire ce qu'elle sait sur son fils et sur sa famille. Mohamed, t'en as ça, Mohamed? Regarde la maman de Mohamed, il n'est pas terroriste. Elle est civilisée, mais la Mohamed. Regarde qu'elle est beau. Vous comprenez pourquoi il a fait tout ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. J'ai rien compris. Elle est beau gosse, elle est gentille, elle est... D'un coup, elle est changée. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle est devenue comme ça. Elle est morte. Il a pris beaucoup déjà avec lui. Cette photo parue dans la presse, c'est celle de Mohamed, mort après l'assaut du raid. Zoulira la regarde souvent en pleurant, pour son fils, mais aussi pour ses victimes. Je pleure pour lui, pour les autres. Je n'ai pas pleuré rien pour mon fils. J'ai pleuré pour les autres, les victimes. Moi, jamais il a parlé des Moudjahidines, jamais il m'a parlé de djihad, jamais il m'a parlé de trucs comme ça. C'est pour ça que je ne croyais pas. Non. Je ne croyais pas Mohamed comme ça. Après, j'ai commencé à fouiller dans ma tête, de le passé. J'ai rien trouvé. Le passé de son fils, c'est d'abord une enfance perturbée. En 1981, les parents de Mohamed, tous les deux originaires d'Algérie, s'installent en France dans un HLM près de Toulouse. Ensemble, ils ont 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Mohamed est le petit dernier. L'enfant n'a que 5 ans lorsque sa mère demande le divorce. Zoulira se retrouve seule pour élever ses 5 enfants. Elle ne travaille pas et vit avec seulement 400 € d'allocation. Zoulira perd très vite toute autorité sur ses enfants. Ce moment, j'étais jeune, j'arrive pas à m'élever mes enfants. J'ai dit la vérité, c'est dur pour moi. Il faut un homme à la maison. Si j'ai laissé le papa, on n'arrive pas comme ça. Pour Alain Penin, qui a expertisé Mohamed, son manque de repères a eu de graves conséquences sur son développement. Il lui manque un père présent qui nomme la loi, qui la fait respecter et surtout qui assure la sécurité psychologique de la mère. Parce que la mère est totalement démunie à ce moment-là, surtout que la fratrie est relativement nombreuse et que les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous. En 1997, Mohamed n'a que 9 ans lorsque l'alerte est donnée. Un rapport des services sociaux décrit alors une situation familiale nocive pour l'enfant. Mohamed rentre de l'école à l'heure qu'il veut, se met à table s'il le désire et se couche de même. L'enfant est en danger, par manque d'un cadre éducatif minimum. À l'âge de 9 ans, Mohamed est séparé de sa mère et placé en foyer. Il ne voulait pas le foyer, il ne voulait pas rester dans le foyer. Il ne voulait pas.
Il pleure, il tape, il pleure. Il m'a dit, maman, s'il te plaît, tu me laisses pas tout seul, tu me laisses pas tout seul. Des fois, c'est moi que je l'amène. Il court derrière moi jusqu'au grillage. Une fois, lui, il pleure, moi, je pleure. Il a pleuré beaucoup. Il m'a dit, maman, s'il te plaît, tu me laisses pas tout seul. Tu me dis, maman, tu me laisses pas tout seul. Tu me laisses pas tout seul. Après, j'ai pleuré, j'ai descendu, j'ai pris le bus, j'ai parti. Il a souffert beaucoup. Maintenant, je croyais que c'est ma faute qu'il est devenu comme ça. Que j'ai divorcé avec son père. Je regrette beaucoup. Mohamed grandit, toujours ballotté de foyer en foyer. Au fil des ans, les éducateurs décrivent un jeune homme intelligent et réactif, mais devenu incontrôlable, comme dans ce rapport de 2002. L'adolescent a alors 14 ans. Il injurie, insulte les filles. Chaque jour, nous devons intervenir pour une dégradation, un vol, un conflit, une agression dont Mohamed est l'auteur. Il refuse l'autorité des adultes autant qu'il réclame leur affection. Quant à l'autorité paternelle, elle est pulvérisée le jour où son père est condamné à 4 ans de prison pour trafic de 14 ans, c'est aussi l'âge où Mohamed a ses premiers accès de violence. À cette période, il agresse brutalement une assistante sociale qui tentait de le consoler. Souad Mera est la sœur aînée de Mohamed. D'habitude, son voile ne lui cache pas le visage. Elle le masque face à notre caméra pour protéger son anonymat. Il y a quelques mois, ses propos avaient suscité l'indignation. Lorsque filmée en caméra cachée par son frère Abdelghani, elle lui avait déclaré « Mohamed s'est bien défendu, je suis fière. Il s'est défendu jusqu'au bout. » Souad avait ensuite condamné publiquement les meurtres commis par son frère. Et l'enquête ouverte pour apologie du terrorisme avait finalement été classée sans suite. Aujourd'hui, aucune charge ne pèse sur elle concernant les tueries. Elle accepte de nous parler de son frère et de son effroyable dérive. Il a manqué d'affection. Il n'a pas eu ce que nous, on a eu, c'est-à-dire cette vie de famille. Les 2 parents, les 4 enfants ensemble. Dès qu'on ne faisait pas ce qu'il voulait, il s'énervait, il claquait les portes. Quand on essaie de parler avec lui, qu'on essaie de lui expliquer certaines choses, il dit « vas-y, parle ». Et sache qu'à la fin, je ne ferai que ce que j'aurais décidé. Très tôt, sa mère s'était inquiétée de la personnalité très perturbée de son fils. À partir de 6 ans. Il m'a dit, maman, j'en ai un bonhomme dans ma tête qui me parle. On a rigolé. Moi, je croyais que... Après, il s'énerve. Il m'a dit, moi, je dis la vérité, toi, tu rigoles. J'ai dit, Mohamed, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils disent? Il m'a dit, j'en ai deux personnes dans ma tête. C'est 2 personnes dans la tête? 2 personnes dans la tête, oui. Il m'a dit, en moi, il y a une autre personne. Wallah, je te le jure, qui m'a dit ça plusieurs fois. À l'adolescence, Mohamed ne parle plus du bonhomme dans sa tête. Il passe désormais ses journées dans la cité toulousaine des Izards. C'est le quartier de son enfance. Toute la famille a vécu dans cette maison, près du terrain de foot. Tous les jours avec les gens de Zizar dans le bâtiment. Ils regardent, ils discutent, les jeunes là-bas. Peu à peu, il tombe dans l'engrenage de la petite délinquance. Bagarres, vandalisme, agression. Souvent, le jeune homme parade dans la cité au volant de voitures ou de scooters, parfois volés. Dans ce clip, réalisé par les jeunes du quartier, on voit Mohamed sur ce scooter ou sur ce quad prendre tous les risques pour épater ses copains. Il aime montrer qu'il est à la hauteur, qu'il est aussi bon que les autres et même plus fort que les autres. Je pense qu'il veut être pris au sérieux. Et que son problème, c'est que, il est un peu gringalé, pas très costaud, dans des rapports de violence, il n'est pas tellement susceptible de s'imposer. Il faut qu'il ait l'air de quelqu'un qu'on peut remarquer et qui est séduisant. À l'âge de 16 ans, le jeune homme semble se calmer un peu et entame un CAP de carrosserie. En stage, chez différents employeurs, il se révèle être un apprenti plein d'avenir.
Il a fait un CAP de carrossier, qu'il n'a pas validé, mais en revanche, tous ses patrons s'accordent pour dire que c'est un garçon sérieux, qui travaillait bien, etc. Sa passion, c'était les automobiles, la carrosserie. Il était perçu comme quelqu'un d'extrêmement doué. Mais il n'est pas allé au bout, il ne s'est pas vraiment inséré. C'est particulier, puis après il a basculé dans autre chose. Cette autre chose, c'est la délinquance. Entre 16 et 19 ans, l'apprenti carrossier le jour participe à des cambriolages et vole des voitures la nuit dans Toulouse. Le jeune Mohamed suit la mauvaise pente. Mais qui imagine alors qu'il deviendra, quelques années plus tard, un tueur traqué par toutes les polices de France ? Quatre ans plus tard, on retrouve Mohamed. Il a maintenant 23 ans. Il l'ignore, mais son immeuble est surveillé depuis la veille, car il est soupçonné d'être l'auteur des tueries. Ce matin-là, les policiers en planque vont finir par l'apercevoir. Un hélicoptère survole le quartier à basse altitude. Intrigué par ce vacarme, Mera met enfin le nez dehors. Mera a été logé, si je puis dire, le mardi, le 20 mars. Au petit matin du mardi, il a ouvert ses volets, donc il y avait une certitude. Claude Guéant participe alors à une cellule de crise à Toulouse. Dans le plus grand secret, il est décidé que le raid interpellera les deux frères Mera dans la nuit, à 3h30 du matin. Le calcul avait été fait qu'à une heure où probablement il dormait, sensiblement avant le moment de la prière que sans doute il allait faire, c'était le moment opportun. En attendant la nuit devant chez Mohamed, la surveillance est en place. De nombreux policiers planquent autour de son immeuble et quadrillent le quartier. Tout est prêt pour l'interpeller. Pourtant, malgré ce dispositif exceptionnel, Mohamed va parvenir à sortir de chez lui. Sillonner Toulouse pendant 6 heures et rentrer à son appartement comme si de rien n'était, sans que les policiers ne s'en aperçoivent. Voici son parcours étonnant, étape par étape. Première halte, à 19h30. Il rend d'abord visite à son amie Touria. Elle ne se doute pas une seconde qu'il vient de tuer 7 personnes, dont 3 enfants. Il rentre par là, je lui ouvre la porte, il rentre, les enfants ils descendent, il dit bonjour tonton, il lui fait la bise et tout, tac. Après je fais visiter, je dis bon ben voilà, là ce sera ta chambre. Je lui dis ben ici ce sera ta salle de bain. C'est lui qui vous avait demandé de l'héberger? Oui, bon, oui, il m'a demandé, samedi quand je l'ai vu, il m'a dit est-ce que tu peux m'héberger, me rendre un service, il n'y avait pas de souci. Je ne suis pas du genre à poser des questions. Moi, si on me demande, si on a besoin de moi, j'ouvre la porte et j'ouvre mon cœur avec grand plaisir en fait. Mohamed cherche certainement une planque pour échapper à la traque des policiers. Mais il ne montre aucun signe de nervosité à Touria. Je l'ai vu souriant, ça va Touria, bien, tu vas bien, les enfants. Voilà. Mais moi, maintenant, avec le recul, parce que sur le moment... Il était si calme tout ça, si posé? Si calme, posé, mais vraiment adorable. Après, il m'a dit, je vais acheter une pizza, est-ce que tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose à manger? J'ai dit, non, merci, c'est gentil, et voilà. Bon, il a posé ses affaires dans la chambre, où il devait dormir. Mohamed laisse 2 sacs dans la chambre. À l'intérieur, les policiers le découvriront plus tard, des vêtements propres, une petite caméra, et sur cette carte mémoire, les images des tueries qu'il a lui-même filmées. Le sac de sport contient aussi un courrier écrit de la main de Mohamed, visiblement son testament. Voilà le message d'un serviteur d'Allah et d'un soldat d'Al-Qaïda. Ô vous les Français, nous vous combattons comme vous combattez mes frères en Afghanistan. Le jour de nos attaques, ça a été le plus beau moment de ma vie. 2 issues s'offrent à moi, soit la prison avec la tête haute, soit la mort avec un grand sourire. Mohamed quitte l'appartement à 21h30. Touria ne le reverra plus. Dans moins de 6 heures, il sera retranché chez lui, face au raid.
La jeune fille ne comprend toujours pas comment son ami a pu en arriver à commettre de tels actes. C'était un bon gars, c'était un bon garçon. C'était un bon garçon. C'est dommage, dommage. Il a fait n'importe quoi. En sortant de chez Touria, Mohamed continue tranquillement son parcours dans Toulouse, alors que les policiers quadrillent son immeuble, le croyant toujours chez lui. Merah a maintenant prévu de médiatiser ses meurtres. D'abord, il va poster la vidéo de ses massacres à la chaîne Al Jazeera. Il espère qu'elle diffusera des extraits de ces tueries. Puis vers minuit, il s'arrête à une cabine et parvient à joindre Eba Kalondo, rédactrice en chef chez France 24. Calmement, il revendique l'ensemble des incidents, dit-il, de Toulouse et de Montauban. Il était très cohérent, très prudent, très déterminé de faire passer son message. C'était quelqu'un qui voulait être entendu, très convaincu que ce qu'il a fait était nécessaire pour la dignité des musulmans. Mohamed raccroche après 14 minutes de conversation. Puis il retourne à son appartement vers 1h du matin. Les nombreux policiers en planque devant son immeuble ne l'avaient pas vu sortir. Ils ne le verront pas non plus rentrer chez lui. Aujourd'hui encore, de nombreuses questions demeurent sur le tour de passe-passe de Merah. Comment l'homme le plus recherché de France a-t-il pu échapper à la vigilance de la police pendant près de 6 heures? Est-ce que vous savez comment Merah a réussi à échapper à la surveillance des policiers? Non, très honnêtement, c'est un point qui pour moi est resté complètement nébuleux. Il y a effectivement une suspicion de sortie de son appartement. Je n'ai jamais eu d'explication là-dessus. Il y a eu quelques erreurs probablement? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Absolument pas? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça n'est pas remonté jusqu'à vous? Pour tenter de comprendre, nous nous rendons un an plus tard dans la résidence rue du Sergent Vignier, où vivait Mohamed Merah. Monsieur et Madame Lopez étaient déjà les gardiens de la résidence à l'époque des faits. Eux non plus ne comprennent toujours pas comment les nombreux policiers présents sur place ont raté Merah ce soir-là. C'est quoi ici? L'appartement de Mohamed Merah, où se sont déroulés les assauts. Par où il serait passé alors? Ben, on pense qu'il serait passé, voilà, par là. Pour la gardienne, c'est une évidence. Mohamed Merah est tout simplement passé par le sous-sol. Passé par le garage à vélo. Le garage à vélo, dont la sortie donne sur l'arrière du bâtiment. En sortant de son appartement, le jeune homme sur ses gardes n'aurait donc pas emprunté la sortie principale, à l'avant de l'immeuble, celle que surveillaient les policiers et qu'il filmait en continu. Il est sorti donc par là. Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Est-ce qu'ils voulaient le voir? Est-ce qu'ils ne voulaient pas le voir? Qu'est-ce qu'ils avaient projeté? Est-ce qu'ils étaient là derrière? Moi, je ne sais pas. Moi, je serais à leur place. Quand je vais devant une entrée pour surveiller quelqu'un, je fais d'abord une approche de tout l'immeuble pour voir quelles sont les sorties. Ils étaient quand même un paquet. Alors même si c'était 10 devant et 10 derrière, le gars, il ne sortait pas. C'est pas possible. Il ne peut pas sortir ailleurs que par l'entrée principale. Non, mais par là, il pouvait. Si l'immeuble était cerné, il ne pouvait pas sortir. Cette grande porte blanche serait donc la sortie empruntée par Merah ce soir-là. Passé cette porte, le parcours est à découvert et il n'y a pas foule dans ces rues très larges. Un homme seul ne peut pas passer inaperçu. Apparemment, il y a eu une faille dans le dispositif de surveillance. C'est vachement polémique ça, en ce moment. Apparemment, il serait passé par un endroit derrière qui n'était pas surveillé, quoi. Alors pourquoi cet incroyable raté? Le patron du renseignement toulousain n'a pas souhaité nous fournir d'explications. Cette nuit du 21 mars en tout cas,
Mehra est tranquillement chez lui, après son escapade dans Toulouse. Il est déjà 1h du matin, mais il accomplit consciencieusement sa prière du soir. Une habitude prise il y a quelques années, lors de son séjour en prison. Quatre ans plus tôt, Mohamed avait alors 19 ans. À cette époque, il suivait toujours son CAP de carrossier, mais n'avait pas pour autant arrêté ses bêtises. Le 18 décembre 2007, il est condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir agressé et volé une vieille dame. Sa première incarcération. Un séisme dans la vie du jeune homme. Alain Penin réalise alors son expertise psychologique à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. Le jeune homme lui avoue n'avoir plus qu'un seul centre d'intérêt. Lorsque je lui demande ce qui l'intéresse désormais dans la vie, ce n'est plus les voitures, ce n'est plus les vêtements, ce n'est plus les filles, ce n'est plus les discothèques. Il me dit maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la lecture du Coran. Il a commencé à demander les livres pour comprendre les prières, pour lire les sourates, comme ça, comme celui-là. Il a envie dans sa tête et voulait devenir droit, il m'a dit ça. Droit. Droit. Vous étiez contente qu'il commence à lire le Coran et à faire la prière? Bien sûr, content, bien sûr. Pourquoi? Ben, c'est notre religion, Charles. Et oui, j'aime bien mes enfants devenir comme vous. Catholique, il faut partir à l'église dimanche, faire la prière et tout ça, nous aussi. Oui. Mon hypothèse, à l'époque, c'est que cette façon de s'intéresser à l'islam est une manière un peu symbolique de retrouver le personnage paternel et de trouver une certaine sécurité qui lui a fait cruellement défaut jusque-là. Et pourquoi il a commencé là-bas à lire le Coran? Je sais pas. C'est des gens qui lui ont dit... Non, il n'y a personne qui l'a dit, non. Il a fait tout seul. Est-il incité par ses co-détenus ou est-ce pour donner un sens à sa vie? Dès son entrée en détention, Mohamed se met en tout cas à pratiquer assidûment sa religion. Dans sa cellule, le jeune homme lit régulièrement le Coran et il se lève désormais en pleine nuit pour prier. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui vont là-dedans? C'est parce qu'ils sont dans une période où ils sont paumés, souvent. C'est pour ça qu'il y a des conversions en maison d'arrêt. Des jeunes délinquants, des jeunes toxicos vont vers l'islam rigoriste. Parce qu'ils ont enfin un sens à leur vie. C'est pas tellement un sens à leur vie, en tout cas, une discipline dans leur vie. Mohamed, il commence à pratiquer, mais on n'a pas été élevé dans la prière, on n'a pas été élevé dans l'islam réellement, quoi. Comme moi, je le pratique aujourd'hui, on n'a pas été éduqué de cette façon. Tout le monde a prié très très tard. On ne nous a pas du tout éduqués dans la religion. Sur cette photo prise lors de sa détention, Mohamed se laisse pousser la barbe et les cheveux, signe de sa récente conversion. Mais dans la prison, personne ne croit vraiment à son intérêt soudain pour l'islam. Il passait pour quelqu'un qui n'était pas sérieux, que c'était du fantasme et que c'était de la bouffonnerie. Hein. Parce qu'il dit parfois « Vive Al-Qaïda », etc. Mais personne ne prend ça au sérieux. Et pourtant, bon, il se passe des choses, là, à ce moment-là, dans son esprit et dans son cœur. Hein. Socialement, ou en tout cas par les autres, il est regardé comme quelqu'un qui cherche à jouer un personnage, mais qui n'est pas à la hauteur du personnage qu'il cherche à jouer. Son sourire dissimule un profond mal-être. Le jeune détenu ne supporte pas les moqueries et souffre de l'enfermement. Après 1 an d'incarcération, le jour de Noël 2008, il tente de se pendre avec son drap, dans sa cellule. Quelques jours plus tard, il explique son geste au psychologue qui l'examine. Ils m'ont dit qu'il avait un réel désir de mort et avait véritablement le désir d'en finir à l'époque. Il vous a expliqué pourquoi Non. Non. Je ne voulais pas parler de ça. Pourquoi? J'aime pas. Les choses qui passaient, j'aime pas continuer à parler. Non. Mohamed a 21 ans lorsqu'il sort de prison en septembre 2009. Libre, mais mal dans sa peau, il va désormais montrer à ses proches un double visage. Côté pile,
Momo continue ses rodéos dans la cité, joue au foot et sort en boîte de nuit. Côté Fas, il se rebaptise secrètement Abou Youssouf, se radicalise et fréquente des intégristes, les frères comme il les appelle. Pour sa sœur Souad, la relation de Mohamed avec les intégristes religieux n'aurait pas duré très longtemps à sa sortie de prison. Il les a fréquentés, mais très peu. De suite après, il s'est éloigné d'eux. Mohamed était quelqu'un qui s'emporte vite et quand on le suit pas, quand on n'est pas d'accord avec lui, ça dégénère assez vite, quoi. Donc quelque part, je pense qu'il se plaisait plus avec les jeunes de quartier qu'avec les frères. Il allait beaucoup à la mosquée, Mohamed? La première fois, après, ça y est. 2 ou 3 fois, ça, il en a marre. Il a disputé avec un copain là-bas, ça y est. Ça, il a arrêté la mosquée. À cette époque, son éducation religieuse, Mohamed se la forge essentiellement tout seul, sur Internet. Sur de nombreux sites en libre accès, il visionne en boucle des vidéos de prédicateurs radicaux du monde entier. Certains encouragent les attaques terroristes et le martyrent au nom de l'islam. J'appelle ça l'autoradicalisation. C'est des individus qui vont passer, qui sont dans un terreau favorable, mais qui vont faire leur propre trajectoire personnelle avec peu de contacts extérieurs. Et là-dessus, Internet joue un rôle majeur. Et il va s'embourber là, dans une interprétation salafiste, radicale. Et il va rechercher là-dedans ce qui lui permet d'exister. Gavé de vidéos ultra-violentes, Mohamed va déraper très sérieusement, pour la première fois, en juin 2010. Il a alors 21 ans et invite chez lui un adolescent du quartier à regarder des vidéos de propagande islamiste. Des exécutions de femmes infidèles, des décapitations d'occidentaux par des talibans. Le garçon de 14 ans rentre chez lui, traumatisé par ce qu'il vient de voir. 2 jours plus tard, Mera déboule dans la cité. Il est furieux. Il vient d'apprendre que la mère du jeune homme a porté plainte contre lui. La sœur tente de s'interposer, mais Mohamed s'en prend très violemment à elle. La jeune fille est hospitalisée le jour même. Et comme le prouve ce certificat médical de l'hôpital, Mohamed l'a bien amoché. Traumatisme crânien, œil au beurre noir et lèvres supérieures éclatées. La police veut entendre Mera, mais le jeune homme est introuvable. Il refuse de se soumettre à l'autorité policière. Une défiance qu'il renouvellera 2 ans plus tard avec une rage décuplée, lorsque le raid tentera de l'extraire de son appartement. « 3h10. Mohamed a fait sa prière du soir et il ne dort toujours pas. Il l'ignore encore, mais le raid s'apprête à intervenir dans quelques minutes. Dehors, l'unité d'élite se prépare à intervenir chez lui. L'interpellation est toujours prévue à 3h30 du matin. Les policiers, lorsqu'ils interviennent, ont la mission de l'interpeller et de tout faire, bien entendu, pour que l'interpellation se fasse en le gardant vivant. Interpeller Mera vivant, c'est un ordre donné par le président de la République en personne. L'enjeu était de dire que le président et son équipe ont résolu une crise majeure, terroriste, quelque temps avant les élections. Mais évidemment, ça entraîne et un stress et une ingérence du politique et tout ça fait monter la sauce et ça peut perturber l'intervention. Effectivement, l'intervention du raid ne va pas du tout se dérouler comme prévu. 3h15. Mohamed est dans son salon lorsqu'un bruit qui provient du rez-de-chaussée l'interpelle. Il le reconnaît, c'est le verrou de la porte d'entrée de l'immeuble. Quelqu'un vient d'y pénétrer.
Mohamed ne le sait pas, mais le raid vient d'entrer dans son immeuble. L'unité d'intervention progresse dans le noir pour rester le plus discret possible. En silence, les policiers du raid arrivent devant la porte du suspect. Mohamed s'empare de son arme, un Colt 45. Car quelque chose n'est pas normal. Si quelqu'un était entré dans l'immeuble, il aurait forcément allumé la lumière. De l'autre côté, le raid se prépare à installer le bélier pneumatique pour enfoncer la porte. Mais la manœuvre occasionne un bruit à peine perceptible. Sauf pour Mohamed, qui comprend que la police est derrière la porte. Le patron du raid était sur les lieux. Quelques jours après les faits, il avait accordé cette interview pour détailler l'intervention. Il va, à cette occasion, blesser 2 de mes hommes. L'un va prendre une balle dans la cuisse et l'autre va prendre une balle dans l'épaule. J'ai un fonctionnaire de police face à la porte avec son gilet pare-balles qui va prendre 2 projectiles à hauteur du sternum. S'il n'avait pas de gilet pare-balles, il était mort. Les policiers ripostent en tirant dans la porte. Mohamed, lui, ne compte pas se rendre. Il se barricade chez lui. Approchez, approchez! Je sais ce que j'ai à faire, père! Vous devez gagner dans là! Ah! C'est ça! Voilà, je suis tout seul, quelqu'un, bordel! J'ai tapé la France! Ma mission, c'est de le prendre en vie. Si ma mission avait été de le neutraliser par tout moyen, à 3h30 du matin le mercredi, c'était réglé. Avec l'armement que nous avons et le calibre et la puissance de feu que nous avons, c'était réglé en 3 minutes. Dès lors, le forcené se prépare à résister. Il s'isole dans la salle de bain, la pièce la plus retranchée de l'appartement, sans fenêtre. Celui qui se surnomme lui-même le messager d'Allah pense à se vêtir d'une djellaba avant d'enfiler un gilet pare-balles. Mohamed est prêt à se battre, arme à la main, une sacoche pleine de munitions à ses côtés. Il est un guerrier qui est rentré en phase de combat contre l'État français. Donc on se met sur une base de repli, en protection, pour tenir les issues, de manière à s'assurer qu'il ne s'échappe pas, et on entame cette fameuse phase de négociation. 2 heures après le premier assaut raté du raid, la situation est figée. Mera est toujours cloîtré dans sa salle de bain. La police décide alors de couper le gaz et l'électricité. Le forcené est plongé dans l'obscurité, comme l'ensemble du quartier. Dès l'aube, le secteur est bouclé. Le raid se prépare au siège. Il faut maintenant tout faire pour que Mera se constitue prisonnier, sans faire d'autres blessés. Devant l'immeuble de la rue du Sergent Vignier, un négociateur du raid tente d'entrer en contact avec le forcené. Mohamed, tu m'entends? Je suis le négociateur du raid. Il faut qu'on parle tous les deux. Je vais t'envoyer quelqu'un avec un toki. Il va te le jeter par la fenêtre. Et pour nous prouver ta bonne volonté, tu vas nous balancer une de tes armes en échange. T'as bien compris? Au même moment, à 40 km de là, à Haute-Rive, Abdelkader Mera, le grand frère de Mohamed, est interpellé à son domicile avec son épouse. Contrairement à son frère, il n'oppose aucune résistance et se laisse emmener au commissariat central de Toulouse, où il va être longuement interrogé. Considéré comme un salafiste, proche de la mouvance islamiste toulousaine, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir joué un rôle dans les meurtres de Toulouse et Montauban. Au petit matin, rue du Sergent Vignier, Mohamed a accepté d'échanger l'un de ses Colt 45 contre un talkie-walkie du raid. Le forcené est prêt à parler,
Mais il exige que son interlocuteur soit un policier du renseignement toulousain qu'il connaît. Marché conclu, le fonctionnaire est amené en urgence au QG du RAID, un appartement réquisitionné à une voisine. Nous avons reconstitué les échanges qui ont eu lieu entre Mohamed Merah et le policier du renseignement. Je suis quelqu'un de déterminé, t'as vu, j'ai pas fait ça pour me laisser faire attraper. Là, on négocie, on est en train de négocier. Après, en dehors des négociations, n'oublie pas que j'ai les armes à la main. Hein. Je sais ce qui va se passer, je sais comment vous opérez pour intervenir. Je sais que vous risquez de m'abattre, c'est un risque que je prends. Hein. Sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie. Il nous a tout dit. Le fait que le seul regret qu'il avait, c'est de ne pas avoir tué plus de monde dans l'école juive et de ne pas avoir eu le temps de tuer plus de militaires également. C'était un personnage très cruel, très renfermé, très convaincu, déterminé. Voilà ce qu'on a appris de lui. Mon but dans ces attentats, c'était de tuer en priorité les militaires, parce que ces militaires-là sont engagés en Afghanistan, et tous leurs alliés, t'as vu, que ce soit de la police, de la gendarmerie, de la police nationale, de tout. Ma mission, c'était de pouvoir s'assurer de sa personne jusqu'à l'extrême limite de nos possibilités en vie. C'est la raison pour laquelle on a accordé toutes les chances à Mohamed Merah de pouvoir se rendre, après une phase très longue de négociation, qu'il va concevoir lui finalement comme une phase de revendication, quasiment un testament, où il va complètement assumer l'ensemble des actes qu'il a commis à Toulouse et Montauban. En début d'après-midi, le patron du RAID estime que la stratégie du dialogue est la bonne. Le forcené est beaucoup plus calme et semble prêt à coopérer. D'ailleurs, 12 heures après le début du siège, Merah envoie un signal très positif aux policiers, en leur fournissant les clés de sa planque. Un box où, selon lui, seraient cachées de nombreuses preuves matérielles. Des policiers se rendent immédiatement à l'adresse indiquée par Merah, tout près de son domicile. Mohamed n'a pas menti. Il s'agit bien du fameux scooter T-Max, repéré sur les scènes de crime. Le numéro d'immatriculation a été grossièrement maquillé. Le C a été transformé en O. Le scooter et un casque ont été repeints en blanc. Pour passer inaperçu, le tueur avait en effet changé d'apparence avant de se rendre à l'école juive. Les enquêteurs mettent aussi la main sur le Colt 45, qui a servi pour les tueries. Mohamed Merah vient de fournir toutes les preuves de sa culpabilité. Sa reddition semble bien engagée. En fait, le jeune homme bluffe. Il n'a pas du tout l'intention de se rendre. Cette faculté a joué double jeu. Il l'avait déjà exercée 2 ans auparavant, à l'été 2010. Le 17 juillet 2010, Mohamed quittait la France et ses ennuis judiciaires pour s'envoler vers la Syrie. Lors d'un voyage de 4 mois, il réussissait à traverser une dizaine de pays sensibles du Proche-Orient. Voici comment Merah est passé inaperçu, alors qu'il avait déjà en tête des idées de djihad. Mohamed commence par bourlinguer 1 mois en Syrie. À chaque étape, il envoie à sa famille des photos de lui par email. Sur celle-ci, il est à la grande mosquée des Omeyyades, à Damas. C'est le prophète Yahya. Il racontait, il vient très content. Il m'a dit de manger là-bas les biens. Mais le dernier, il m'a dit, maman, il n'y a pas mieux que la France. Après 1 mois en Syrie, Merah ne tient pas en place. Il rejoint d'abord Mossoul, en Irak, où il ne passe que quelques jours. Puis le voilà déjà à Beyrouth, pour 2 nuits seulement. Que cherche-t-il? Probablement des contacts pour accomplir son djihad. Sans succès, on le sait aujourd'hui, car les services secrets locaux n'ont remarqué à l'époque aucun lien sur place avec des filières djihadistes.
Merah continue bille en tête son périple insensé. Le 5 septembre 2011, il rejoint Jérusalem en taxi. Il pose fièrement devant la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. J'ai dit, t'es arrivé jusqu'à là-bas. Ah là là, t'as le courage, hein? Il m'a dit oui. Comment t'es passé? Il m'a dit, j'ai passé. Avec le visa, on a passé. Et grâce à son passeport français, les autorités israéliennes le laissent même pénétrer sans problème dans les territoires palestiniens de Cisjordanie. Mais il ne traîne pas, et 2 jours plus tard, il part pour l'Égypte, où il va barouder pendant 1 mois. Sur ces photos, Mohamed n'a pas vraiment l'allure d'un fanatique religieux. Pourtant, il rumine déjà des projets de guerre sainte. Là, on a le sentiment qu'il cherche une caution. Il cherche quelqu'un qui lui dise oui, le choix du djihad, c'est le bon. Vas-y, fais-le. Pour le juge Marc Trévidic, son parcours au Proche-Orient est typique des jeunes fondamentalistes qui veulent faire le djihad. Ils vont là, à l'endroit qui symbolise le djihad. C'est un besoin d'aller voir les vrais. Les vrais, ce sont, dans l'imaginaire, les moudjahidines d'origine. C'est ceux qui vraiment sont sur le terrain, ont réussi à instaurer par moments la charia. Et eux, c'est ça. Le djihad, c'est ça, c'est ce territoire. Parce que c'est ce qu'on leur a vendu sur les sites islamistes, sur Internet. Pour trouver les vrais combattants, Mohamed s'envole pour l'Afghanistan, à peine 1 semaine après son séjour en Égypte. L'apprenti djihadiste a même un plan en tête, d'une naïveté désarmante. Il compte se faire enlever par des talibans et leur dévoiler ses intentions de djihad. Il pourra alors, espère-t-il, combattre les mécréants à leur côté. Il va rechercher, établir les contacts qui vont lui permettre d'être quelqu'un qui va enfin être pris au sérieux, parce qu'il pourra dire « je suis allé en Égypte, je suis allé en Afghanistan, j'ai établi des contacts ». Il va chercher toutes les possibilités de montrer qu'il est quelqu'un dans l'islam et qu'il est à la hauteur d'une radicalité dans la religion. Mohamed cherche, mais en Afghanistan, rien ne se passe comme il l'espérait. Le 22 novembre 2010, 9 jours seulement après son entrée sur le territoire, Merah est interpellé par la police afghane lors d'un contrôle, à Kandahar, en pleine zone de guerre. Intrigués par ce Français qui traîne au cœur du fief taliban, les Afghans le confient aux militaires américains. Mais Merah n'a pas l'air dangereux. Les GI le renvoient sur Kaboul. Par précaution, ils inscrivent sur leur no-fly list, interdit de vol, vers les États-Unis. L'information de son arrestation à Kandahar est alors transmise aux autorités françaises. Le 5 décembre 2010, Merah est déjà de retour en France. Son djihad est un fiasco. Au total, le jeune banlieusard a voyagé pendant 4 mois et a traversé 10 pays. Un long périple, coûteux pour un jeune homme de 23 ans. Je lui dis, je fais combien ça t'a coûté? Il me fait billet d'aller, billet de retour. Il me dit tout compris, j'en ai eu pour moins de 4 000 €. 4 000 €, alors que Mohamed ne travaille plus depuis des mois. Et comme l'atteste ce relevé de compte que nous nous sommes procuré, il ne touche que 390 € mensuels de Pôle emploi. Alors avec quel argent a-t-il financé son voyage? Sa sœur Souad admet avoir acheté en ligne, avec sa propre carte bancaire, le billet d'avion de son frère pour la Syrie. C'est pas moi qui ai financé son voyage. Je lui ai juste prêté la carte bleue pour pouvoir le payer sur Internet. Mais l'argent, il me l'a donné. L'argent de son billet, qui était de 300 et quelques euros, il me l'a remboursé. C'est pas moi qui lui paye le billet. C'est pas un cadeau, quoi. Pourquoi il paye pas avec sa carte Parce qu'il n'avait pas de carte bleue, tout simplement. Selon sa mère, Mohamed aurait financé seul l'intégralité de son voyage, en retapant une vieille BMW, revendue à prix d'or. Combien il a vendu la voiture? 22 000 €. Il a acheté 4 000, même pas 4 000 €. Il a réparé bien chez son patron. Il a vendu 22 000 €. Vous êtes sûr de ça? Parce que quand on achète une voiture 4 000 €, on la revend pas à 22 000 €. Ah si, c'est un billet, moi. C'est un billet, comment il a rendu? Si la famille ne l'a pas aidé financièrement,
que savait-elle de ces projets de djihad? La famille a toujours un rôle, alors bénéfique, maléfique, pas dans le passage à l'acte, mais dans ce qui fait un individu tel qu'il est. Quel est le niveau de responsabilité d'implication des autres? Ça, c'est un problème, parce que c'est pas déterminé. Mais Souad devait connaître un certain nombre de choses, comme toutes les femmes dans ces milieux-là ont toujours eu beaucoup d'informations. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vraiment on savait quelque chose ou si on se doutait de quelque chose, on n'aurait jamais pris le risque de se mouiller au point de payer un voyage avec sa propre carte bleue. Moi, j'étais complètement ignorante de ces projets. Souad n'aurait donc rien su des intentions de djihad de son frère. Ce mail que Mohamed lui a envoyé le 8 septembre 2010 semble le confirmer. Il est alors à Jérusalem et il reproche à sa sœur de n'avoir pas régularisé sa situation auprès de Pôle emploi. La lettre pour mon chômage, tu l'as envoyée? Ça risque de te prendre du temps pour aller chercher une feuille et un stylo. Moi, de mon côté, le temps que tu répondes à un mail de merde, j'ai eu le temps de partir au Liban. Le lendemain, j'ai visité Beyrouth, je suis allé à la mer et puis je suis revenu en Syrie. Et de là, je suis parti en Jordanie, j'ai trouvé un hôtel, je me suis promené. Mohamed évoque ses visites touristiques, ses problèmes administratifs, sa voiture. Mais à aucun moment dans ses mails, il ne fait référence au djihad ou au moudjahidine. Il ne met pas sa sœur dans la confidence. Et il est même très agressif à son égard. À cause de toi, j'ai les nerfs. Ça me prend la tête, donc je coupe définitivement les liens avec toi. Et une dernière fois, me calcule pas, Souad. Tu peux pas savoir comment je m'en fous de toi. Aujourd'hui, t'es comme Kader, Aïcha et Abdel. Rien à foutre de vous tous. Mohamed, déjà brouillé avec ses autres frères et sœurs, décide de couper les ponts avec Souad. Ils ne se reverront pas pendant plus d'1 an. À son retour de voyage, le 5 décembre 2010, l'apprenti djihadiste est de plus en plus isolé à Toulouse. Isolé, mais pas si seul. Car à peine 1 mois plus tard, le 7 janvier 2011, Mera est sous surveillance. Les militaires afghans viennent d'alerter les autorités françaises qu'un certain Mohamed Mera a été contrôlé quelques semaines plus tôt à Kandahar. La direction du renseignement intérieur français, la DCRI, prend l'information au sérieux et décide d'ouvrir une enquête. C'est le renseignement toulousain qui est chargé de surveiller Mera. Le jeune homme est vite localisé. Il vit seul au 17 rue du Sergent Vignier. Entre janvier et août 2011, les enquêteurs réalisent 1200 heures de surveillance sur le terrain. Une caméra est même placée dans la maison d'un voisin. Elle filme en continu l'entrée de son immeuble. Mera est ici filmé devant chez lui en juin 2011. Cheveux plaqués en arrière, vêtements de marque, jeans, baskets. Le jeune homme n'affiche aucun signe religieux. Les surveillances montrent par ailleurs qu'il ne fréquente pas de mosquée. En apparence, Mera semble se tenir tranquille. Il travaille de temps en temps comme carrossier dans un garage et il s'est remis à jouer au foot dans la cité. Mais comme à son habitude, Mohamed joue double jeu. Et les agents du renseignement qui le surveillent ne se laissent pas duper. D'abord, ils constatent que Mera n'utilise pas de portable. Le jeune homme préfère appeler depuis une cabine, en bas de chez lui, comme s'il voulait brouiller les pistes. Plus inquiétant, Mera passe des journées entières enfermé chez lui, dans la pénombre, totalement seul. Les gardiens de la résidence où vivait Mohamed ont connu ce locataire qui ne faisait pas parler de lui. Un jeune homme tout à fait ordinaire, je dis un peu fashion victime, hein, toujours très bien habillé. Propre, voilà, rasé, toujours, parfumé, quand on le croisait, on sent son odeur de parfum. Bonjour, au revoir, bon courage monsieur, madame. Il fait beau, il pleut, il fait froid. Voilà. Rien à signaler donc jusqu'en mai 2011. Un officier du renseignement toulousain sonne à leur porte.
Ce policier, que nous appellerons Karim, demande au gardien de jeter un œil discret sur un certain Mohamed Merah. Un matin, je suis entré dans l'immeuble et je me suis approché de la porte, donc Mohamed Merah, et j'ai dit, il y a quelqu'un. Donc, comme j'avais son numéro à ce policier, j'ai dit, je vais l'appeler, comme il m'a demandé de le tenir informé, je vais l'appeler. Et le temps que je sorte mon téléphone, quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne, et c'était ce jeune homme qui était en face de moi, donc Mohamed Merah, il me dit, qui êtes-vous? Je dis, je suis le gardien de la résidence. Il m'a dit, excusez-moi, et il est reparti. Ça m'a inquiété parce que je ne l'ai pas senti arriver derrière moi. Je suis arrivé, j'ai monté les escaliers doucement, j'ai mis mon oreille doucement, je suis sorti doucement, et tac, il était derrière moi. Ça prouve bien que c'était quand même quelqu'un qui était sur le qui-vive. C'est quelqu'un de méfiant. Merah méfiant, le policier du renseignement, Karim, le sait déjà pertinemment. Toutes les notes de surveillance rédigées par son service décrivent, mois après mois, le comportement toujours plus inquiétant du jeune homme. Merah se comporte comme quelqu'un qui se sait surveiller. Un comportement dangereux et irresponsable lors de la conduite de son véhicule, ayant parfois pour objectif évident de rompre toute filature. La source confirme le comportement paranoïaque de Mohamed Merah. Mais c'est une note datée du 3 mars 2011 qui interpelle particulièrement aujourd'hui. Les policiers y soupçonnent Merah d'être impliqué dans un projet djihadiste. Plusieurs éléments significatifs laissent supposer l'implication de Merah dans une filière d'acheminement de combattants vers les zones tribales afghano-pakistanaises. La note ne donne pas plus de précision. Mais comment expliquer qu'avec de tels soupçons, le renseignement toulousain n'ait pas décidé d'agir? Pourquoi, pendant ces 7 mois de surveillance, Merah n'a-t-il pas été interrogé ou arrêté? Au vu des éléments détenus à ce moment-là par la DCRI, par la DGSE, par l'ensemble des services de renseignement, Mohamed Merah aurait pu être arrêté. Plus de 1200 heures de surveillance, tout un effectif déployé pour le surveiller et pourtant il n'a pas été arrêté. Il y a une erreur. Flagrante. Je vous rappelle qu'en France, nous avons la chance de vivre dans un état de droit. Vous n'interpellez pas des gens comme ça quand vous l'avez décidé. D'abord, les interpellations se font sur décision judiciaire ou sur flagrant délit, et elles ne se font jamais sur délit d'opinion ou intention de voyage. Pour que quelqu'un puisse être interpellé, il faut qu'il commette quelque chose qui est contraire à la loi. Malgré toutes ces observations, jamais n'est apparu le moindre début d'une intention criminelle. Vous savez, judiciariser, c'est assez facile. Je ne parle pas forcément d'instruction, mais au moins une enquête préliminaire parquet pour savoir s'il y a une infraction qui tient la route. C'est pas difficile. Donc, bien sûr. Maintenant, alors pourquoi ne l'a-t-on pas fait moi, dans l'hypothèse l'affaire Merah, c'est l'affaire Merah. Voilà. Mais de toute façon, le système antiterroriste, il est fait pour éviter les attentats. S'il y a un attentat, c'est qu'il y a une erreur. Cette photo semble confirmer que le renseignement toulousain ait pu commettre une erreur. Elle est issue de la surveillance des policiers et elle montre que Merah est encore observé le 17 août 2011. Et malgré les soupçons qui pèsent sur lui, les policiers vont le laisser s'envoler tranquillement, 2 jours plus tard, vers l'Eldorado des djihadistes, le Pakistan. Durant 2 mois, à l'été 2011, Merah va sillonner le pays, depuis Lahore jusqu'aux zones tribales, à la recherche de djihadistes. Et cette fois-ci, il va les trouver. Nous sommes partis au Pakistan pour retracer son incroyable périple et rencontrer ceux qui l'ont aidé à devenir un terroriste. Mohamed a obtenu un visa touristique 10 jours plus tôt. Il voyage en règle. Officiellement, il cherche une épouse musulmane. À son arrivée à Lahore le 20 août, il joue les touristes, comme à son habitude, se filmant devant les monuments de la ville, le vieux fort, la grande mosquée et celle que l'on surnomme la Tour Eiffel de Lahore. Mohamed vient d'acheter un téléphone pakistanais avec une carte prépayée et le soir de son arrivée,
La première personne qu'il s'empresse d'appeler, c'est sa maman, pour la rassurer. Je dis, Mohamed, c'est un pays dangereux. C'est un pays dangereux, si tu les gens partout là-bas. Pourquoi tu veux? Il m'a dit, non, t'inquiète pas, moi je voyage, après je rentre. Mohamed envoie aussi régulièrement des mails à sa famille, depuis son adresse Abou Youssouf. À Lahore, il se connecte à sa messagerie dans ce taxiphone, juste à côté, le sait-il, du bâtiment des services secrets pakistanais. Ce document, établi quelques mois plus tard par les policiers français, répertorie toutes les connexions Internet de Mehra au Pakistan. Cette liste nous permet aujourd'hui de retracer son itinéraire à travers tout le pays. En 2 mois de voyage, Mehra traverse une dizaine de villes pakistanaises. Il réussit même à rejoindre les zones tribales, puis s'arrête à Abbottabad pour se recueillir devant la maison où a été tué Ben Laden. Un long périple de plus de 3500 km en bus et en voiture. Mohamed cherche obstinément les talibans, comme il l'avait fait en Afghanistan. Il a envie de combattre, ça c'est sûr. Il a envie de faire quelque chose. Hein. Il multiplie les contacts, il multiplie toutes les démarches pour mettre en place le système de justification. Et il faut qu'il puisse penser qu'au moment où il va agir, il le fait avec l'autorisation divine, bon, comme tout fanatique. C'est à Islamabad, début septembre 2011, que Mohamed va enfin trouver celui qu'il cherche. Selon les experts du terrorisme international, l'homme qui a aidé Mehra au Pakistan est très certainement Abdulaziz Ghazi. L'imam, qui fut un proche de Ben Laden, dirige la Mosquée Rouge, l'une des plus radicales du pays. L'homme peut être un sésame pour tous les djihadistes qui veulent partir au combat. Mais comment Mohamed, jeune banlieusard toulousain, a-t-il pu approcher cet imam puissant? Selon ses propres aveux, ce fut un jeu d'enfant. Il s'en vantera auprès des hommes du raid quelques mois plus tard, lors du siège de son appartement. Rue du Sergent Vignier en fin d'après-midi, Mohamed est toujours retranché dans sa salle de bain. Seul face au raid, qui tente toujours de négocier sa reddition dans les meilleures conditions. Mais pour l'instant, Mohamed veut parler. Et les policiers écoutent avec beaucoup d'intérêt, ce qui ressemble à des aveux. J'ai fait plusieurs pays afin de trouver les frères. Tous les autres pays que j'ai fait, en Afghanistan non plus, je les ai pas trouvés. Je les ai trouvés au Pakistan. T'es resté combien de temps au Pakistan? 2 mois jour pour jour. J'ai mis environ une dizaine de jours pour trouver les frères. Alhamdoulilah, j'ai gagné leur confiance. Pour gagner leur confiance, Mohamed explique y être allé au culot. À Islamabad, je suis rentré dans une certaine mosquée et j'ai vu un homme dont j'avais entendu dire qu'il soutenait les talibans ouvertement. J'ai parlé avec lui en lui disant que je voulais rejoindre Al-Qaïda, les talibans, tout ça. De là, il m'a envoyé chez un émir des talibans. Et après, j'ai rejoint les frères. Ça m'a surpris. Tout ça me paraissait trop facile. L'homme de la mosquée dont parle Mohamed, celui qui l'aurait aidé à rejoindre les talibans, serait donc cet homme, l'imam de la Mosquée Rouge d'Islamabad. Abdulaziz Ghazi est un radicaliste qui appelle ouvertement au djihad contre l'Occident. Il a accepté de nous rencontrer. Il ne nie pas avoir reçu Mohamed Mehra il y a quelques mois. Oui, je l'ai peut-être rencontré. C'est bien possible, mais je ne me souviens plus. Je rencontre tellement de gens. Des dizaines d'étudiants viennent me voir chaque jour pour prendre mes conseils. Si quelqu'un vient me demander des conseils pour faire le djihad, je ne stoppe pas, bien au contraire. Le djihad est très important. Il fait partie de notre religion. C'est une réaction contre la cruauté et l'injustice. Les gens qui meurent en martyrs, les armes à la main, comme certains de mes étudiants dans le passé, sont des personnes bénies. Il y a un parfum subtil qui émane de leur tombe. Nous lui rappelons que Mehra a tué des innocents, des enfants. Mais l'imam
loin de condamner ses crimes, va même jusqu'à les justifier, un sourire aux lèvres. Si Merah a commis ses actes au nom de l'islam, alors c'est un martyr. Des propos extrêmement choquants et inacceptables. L'imam a-t-il aidé Merah à rejoindre les talibans dans les zones tribales? C'est probable. Car après son séjour à Islamabad, Mohamed disparaît des écrans radars. Entre le 28 septembre et le 9 octobre, plus aucune connexion Internet n'est activée depuis sa boîte mail. En fait, Merah est déjà parti pour Miranshah, à l'ouest du pays, pour apprendre le maniement des armes, dans un camp d'entraînement de djihadistes. Nous allons suivre sa trace. Oh yes, very good camera. Mais impossible pour nous de pénétrer dans les zones tribales. Nous confions notre caméra à Muhammad, un caméraman originaire de la région. Car à Miranshah, les étrangers sont vite considérés comme des espions. C'est simple. Aucun étranger ne peut aller là-bas sans la permission des talibans. Celui qui tenterait de le faire se ferait arrêter ou tuer immédiatement. Très rares sont ceux qui ont pu filmer sur cette route périlleuse qui mène aux zones tribales. Mais grâce à son autorisation exceptionnelle, notre caméraman va pouvoir pénétrer dans les territoires tenus par les talibans. Miranshah est à une demi-journée d'Islamabad. Merah y est emmené par un taliban en moto qui connaît la route et ses dangers. Le secteur n'est pas contrôlé par l'armée, mais il faut montrer patte blanche lors des nombreux checkpoints qui parsèment le parcours. Sur le bord de la route, des bâtiments en ruine, entièrement détruits par les drones américains. Mohamed n'est pas rassuré, il craint à tout moment de tomber dans un guet-apens. Mais après 10 heures de route, il arrive sain et sauf à Miranshah. Il traverse ce bazar d'un autre temps, où aucune femme n'a le droit de circuler. Enfin, le camp de djihadistes, où il espère être entraîné. Un camp comme celui-ci, selon notre caméraman, qui n'est pas autorisé à le filmer de plus près. Merah est d'abord conduit dans une maison isolée, où il va être interrogé sur sa foi et sur ses intentions de djihad. Et après quelques jours, une fois les doutes levés, les talibans acceptent de le présenter à cet homme, Moez Garzalaoui, qui à l'époque recrute et forme des djihadistes du monde entier pour Al-Qaïda. Il parle français et devient très vite le confident de Mohamed, son instructeur, son mentor. Sur ces images de propagande islamiste, ces jeunes djihadistes sont filmés dans un camp d'entraînement. C'est dans un camp comme celui-ci que Merah a lui aussi reçu fin septembre 2011 une formation express de 2 jours aux armes de poing, aux kalachnikovs et aux grenades. Et comme ce jeune moudjahidine, Mohamed perd très vite tout discernement. Entraîné dans un fanatisme délirant, il aurait même essayé fièrement une ceinture explosive comme celle-ci. Quelques mois plus tard, avec la même arrogance, il racontera ses exploits au raid. Toujours retranché dans sa salle de bain, Mohamed parle depuis des heures aux hommes du raid, sidérés par le récit de son entraînement au Pakistan. Et toi, c'est quoi l'entraînement que t'as suivi? Tu peux m'en parler? On m'a proposé de faire les bombes, j'ai pas voulu. Je leur ai dit entraînez-moi au pistolet. On m'a proposé des attaques en Amérique, au Canada. Je leur ai dit que comme j'étais français, c'est plus facile pour moi d'attaquer la France. Attaquer la France, Merah s'y était préparé dès son retour du Pakistan. Et son projet n'a jamais été contrarié par la police. Après sa rapide formation dans les zones tribales du Pakistan, Mohamed était de retour à Toulouse le 19 octobre 2011. Cette fois-ci, il rentrait fort du permis de tuer accordé par son mentor, mais aussi très fragilisé par une sévère hépatite A. Son foie
n'a pas supporté la nourriture des zones tribales. Mon fils, depuis qu'il est parti au Pakistan, il y a quelque chose qui l'a tourné dans la tête. Il est devenu malade, il est devenu noir. Mohamed se remet lentement sur pied. Et 1 mois après son retour du Pakistan, le 14 novembre 2011, il se rend à une convocation du renseignement toulousain. Le brigadier, un certain Karim, souhaite l'interroger sur son voyage. Karim connaît bien Mehra. Il a participé à sa surveillance quelques mois plus tôt. Et c'est lui qui avait laissé sa carte de visite au gardien de son immeuble. Mehra, comme à son habitude, donne le change. Il revendique une pratique modérée de l'islam et se présente comme un baroudeur. Pour preuve, il montre ses photos touristiques prises en Syrie, en Égypte ou au Pakistan. En revanche, bien sûr, il ne dit rien de son passage dans les zones tribales. L'entretien dure plusieurs heures, et si l'on en croit le rapport des policiers, Mehra a réussi à les convaincre du but simplement touristique de ses voyages. Mohamed Mehra nous a déclaré s'être rendu au Pakistan dans un but touristique. Cette rencontre n'a pas permis de faire le lien entre Mohamed Mehra et un éventuel réseau djihadiste. Bon, attendez, vous savez très bien qu'un gars qui se radicalise, qui a une fiche américaine, qui a déjà été en voyage et qui retourne, si on qui va faire du tourisme, ou alors, attendez, on est demeuré ou pas, là? C'est pas la peine d'être flic, hein. Nous avons rendez-vous avec un policier du renseignement qui connaît bien le dossier. Il témoigne anonymement, car il risque sa place. Mais il veut dénoncer le manque de professionnalisme du service qui surveillait Mohamed Mehra. Quand on est dans un service de renseignement, comment on peut croire ça, quoi? Je sais pas, comment on peut croire ça? Selon ce policier, Karim aurait au contraire bien compris que Mehra cherchait un filon djihadiste. Il pouvait donc devenir une excellente source de renseignement, un indice précieux pour son service. Déjà, à un moment, il a dû penser, c'est pas mal, j'ai quelqu'un qui peut aller jusqu'en Afghanistan, au Pakistan et tout. Il a dû se dire, c'est bon, je vais incessamment sous peu, je vais avoir des renseignements intéressants au Pakistan, en Afghanistan. On va lui dire, écoute, voilà, on sait que tu fais un certain nombre de choses, c'est pas encore allé trop loin, tu peux peut-être revenir dans le droit chemin, où on peut fermer les yeux sur un certain nombre de tes activités. En échange, tu nous donnes un certain nombre d'informations sur les gens que tu fréquentes, sur les pays dans lesquels tu vas. C'est au sens propre ce qu'on appelle un indice, une balance. Karim a-t-il décidé de faire de Mehra une source à son retour du Pakistan? Les conclusions de l'entretien du 14 novembre envisageaient en tout cas cette option. Mohamed Mehra est apparu comme quelqu'un d'assez malin et ouvert qui pourrait présenter un intérêt pour notre thématique en raison de son profil voyageur. Mehra, de son côté, semblait prêt à devenir un indique. Il en aurait parlé à sa sœur juste avant son entretien avec Karim. Il me dit, si jamais on me propose de bosser pour eux, je bosse. Et moi, je lui dis, mais t'es malade, tu veux être une balance? Il me dit, si on me demande, je travaille pour eux. Donc voilà, et j'ai appris aussi, après les événements, que son ex avait surpris plusieurs conversations assez amicales avec l'officier qu'il appelait régulièrement. Je pense que c'était son contact, en fait. C'est avec lui qu'il parlait juste après son retour du Pakistan. Du Pakistan, oui. Je le répète, il n'était en aucune façon un indicateur. Vous le savez? Je le dis de façon catégorique. Vous le sauriez si ça Oui, bien sûr. Été. Oui. Pourtant, après l'entretien du 14 novembre, il n'existe plus de notes de renseignement sur Mehra. Le jeune homme n'est donc plus du tout surveillé. A-t-il conclu un pacte avec le renseignement? Devenir un indique en échange de l'arrêt des surveillances? Pendant 4 mois, en tout cas, il a les mains libres pour préparer ses crimes, sans que personne ne voie rien venir. Déjà, à un moment, il n'a pas su jauger à sa juste valeur ce qu'il avait entre les doigts là. Et son sujet lui a explosé en pleine figure. Après, il ne faut pas jeter le propre que sur lui. Parce qu'au-delà de ça, c'est une faillite, mais alors totale et complète,
des services de renseignement. Mehra aurait réussi à manipuler les services de renseignement, et Karim en particulier. Il s'en vantera, triomphant, lors du siège de son appartement. Rappelez-vous, dès le début du siège, Mehra avait exigé de parler à un policier qu'il connaissait. Ce policier, c'est le fameux Karim. Mohamed ne l'a pas choisi au hasard. Il est fier de l'avoir manipulé et il prend un malin plaisir à le narguer. Et tu crois que je vais faire du tourisme au Pakistan et en Afghanistan? Qui t'a vu faire du tourisme dans ces pays-là? Toi, tu me l'as dit. Al-Had al-Huda, tu sais ce que ça veut dire? Vas-y, développe. Ça veut dire la guerre est une ruse. J'ai fait plusieurs pays afin de trouver les frères. Quand tu m'avais convoqué, quand je suis allé dans vos bureaux, j'étais en contact avec eux. Vous les avez trouvés. Ça, je crois que c'est l'une des plus grandes erreurs de ta carrière, hein? Mohamed joue, mais il promet de se rendre à la nuit tombée, après la prière du soir. Les heures passent, et il retarde toujours plus loin l'échéance de sa reddition. Jusqu'à 22h45, où il annonce brutalement qu'il a changé d'avis. J'ai décidé de plus me rendre. Voilà, je peux pas, ça va en contradiction avec tout ce que je fais. Je peux pas me livrer comme ça. Non. Tes contradictions, non. J'y crois pas. Non, je m'en rends pas, c'est décidé. Depuis ce matin, quand je vous ai demandé du temps, c'était surtout pour reprendre l'énergie parce que j'avais pas dormi et j'étais très fatigué. Après, le fait que vous rentrez, comme je vous l'ai dit, je me défendrai jusqu'à la mort. Et sachez une chose, moi aussi j'en blesserai beaucoup d'entre vous. C'est lui qui décide, après plus de 20 heures de négociations, de rompre le contact avec nous. On essaye de le maintenir éveillé pendant toute la nuit avec des jets de grenades assourdissantes pour éviter qu'il se repose. Et en plus de ça, je maintiens le négociateur face à la porte pour que, jusqu'à la dernière extrême limite, à la dernière seconde, il puisse encore déposer les armes et revenir à de meilleures intentions. Ces images sont filmées par un voisin. En pleine nuit, le raid fait exploser les fenêtres de l'appartement. Mehra, surpris, riposte brièvement. Puis plus un bruit, jusqu'au lendemain matin. À cette heure tardive, son frère Abdelkader est toujours en garde à vue, soupçonné d'avoir aidé Mohamed à commettre ces meurtres. Abdelkader nie toute implication, mais il multiplie les déclarations ambiguës. Celle-ci, par exemple, qui laisse entendre qu'il connaissait les projets de djihad de Mohamed. Il y a environ un mois, 2 ou 3 jours après notre réconciliation, il m'a reparlé du djihad. Lui voulait bouger rapidement, trouver un filon ou faire des coups en France ou à l'étranger. Moi, je suis pour respecter les étapes. Abdelkader précise bien qu'il n'était pas en phase avec son frère, mais il défend ensuite une certaine nécessité de mener la guerre sainte. Tout bon musulman qui applique le Coran et les traditions prophétiques comme il se doit automatiquement pratiquer le djihad, avec toutefois certaines règles à respecter. Des déclarations troubles, et il y a ces éléments matériels retrouvés chez lui lors de la perquisition. Lorsque l'on perquisitionne chez Abdelkader Mehra, que trouve-t-on? De l'huile de paraffine, produit qui peut entrer dans la composition des engins explosifs. L'on trouve la jaquette d'un livre sur les armes. On trouve des DVD sur les organisations terroristes, l'attentat du 11 septembre. Et pourquoi ce curieux constat? 7 mois avant les faits, certaines données de son iPod sont effacées. La police est parvenue à récupérer ces données qu'Abdelkader dit avoir effacées par erreur.
Ce sont des consignes pour apprentis djihadistes, téléchargées sur Internet. Certaines rappellent étrangement les précautions prises par Mehra avant de passer à l'action. Comment tromper le service de renseignement qui est aux trousses des djihadistes? Il faut avoir une image convenable vis-à-vis de la population. Ils interdisent carrément le téléphone. Quand c'est chaud, il faut s'isoler, ne pas bouger et semer le doute. C'est bien de se déplacer en moto. La moto, justement, c'est le principal élément qui accable Abdelkader. Pendant sa garde à vue, il avoue avoir été présent lors du vol du scooter qui a servi à commettre les meurtres. Et voici comment il raconte la scène aux policiers. Nous roulions donc tous les trois, moi au volant, mon ami en passager, et mon petit frère derrière nous. Tout à coup, Mohamed m'a dit brusquement de m'arrêter. Il a disparu 1 minute, puis je l'ai vu passer à toute allure. Mon collègue a insisté pour qu'on le suive, et j'ai suivi ses recommandations. Mon frère et mon collègue ont finalement caché le scooter dans une résidence. A posteriori, mon frère m'a expliqué qu'il avait vu le scooter, avec la clé sur le contact. La clé sur le contact a été pour Mohamed, selon ses déclarations aux hommes du raid, rien de moins qu'un signe d'Allah pour passer à l'acte. Selon Souad, cela tendrait à prouver qu'Abdelkader ignorait les intentions de son frère. Il n'y a pas besoin d'être un très bon enquêteur pour comprendre que Kader est innocent et que... c'est pas prémédité. Kader, on voit bien qu'il ne se doute pas du tout de ce que Mohamed va faire, sinon il aurait vraiment pris ses jambes à son cou et il aurait fui, quoi. Donc Mohamed, je suis sûre qu'il a fait ça tout seul. Il n'a pas été aidé par Kader, ça c'est sûr. 1 an après les faits, Abdelkader est toujours incarcéré à la prison de Fresnes. L'enquête est en cours et elle n'a pas encore déterminé sa responsabilité dans les meurtres. Mais pour les familles de victimes, Mohamed n'a pas pu agir seul. C'est un loup solitaire. Non! Il a peut-être, dans l'exécution précise de l'action, agi seul, mais ce n'est pas certain. Ça ne signifie pas pour autant qu'il était isolé. Ça ne signifie pas pour autant qu'on ne l'a pas aidé. À nos yeux, Abdelkader a préparé cet acte avec son frère et vraisemblablement avec d'autres filières proches du djihad dans la zone, à Toulouse et probablement à l'étranger également. Ils sont où ces gens? Personne n'est sous les verrous? L'enquête est en cours. L'enquête est en cours. Elle n'a rien démontré pour l'instant. Elle n'a pas, elle n'a pas encore, à l'heure où je vous parle, arrêté de complice, mais on ne désespère pas. Des éléments flagrants. Pourquoi on ne désespère pas? Est-ce qu'il faut absolument qu'il ait eu des complices, Mohamed Mehra? On ne désespère pas parce qu'à nos yeux, Mohamed Mehra n'a pas pu agir seul. À ce jour, l'enquête n'a pas démontré l'implication d'autres proches de Mohamed. Mais les familles de victimes soupçonnent que son environnement, très ancré dans un fondamentalisme religieux, ait pu l'influencer. Mehra a grandi dans ce milieu et a grandi dans sa famille au milieu quand même de frères et sœurs radicalisés. Il a pu avoir des liens avec d'autres individus. Donc tout ça, c'est pas de la génération spontanée. Incontestablement, il était dans un terreau favorable. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une mise à disposition de moyens pour accomplir des actes terroristes. On est dans des facteurs favorisants, favorables. Voilà. Les possibilités d'émergence donc de terroristes existent. Toulouse, la marmite, on baigne dedans depuis jeune, on a plein de contacts partout, on fait plein de voyages, et puis tout d'un coup, c'est tout seul qu'on serait. Ouais, il faut me demander mon avis, parce que je ne connais pas suffisamment le dossier pour avoir autre chose qu'un avis, mais mon avis, c'est celui-là. Ça m'étonnerait que ça soit tout seul. Était-il seul pour préparer ses crimes? Après avoir volé le scooter en tout cas, soit 5 jours avant son premier meurtre, Mohamed est prêt. Il s'est organisé comme un professionnel. D'abord, il a acheté des armes, 7 au total. 3 Colt 45, un Magnum, un fusil à pompe et 2 fusils mitrailleurs. Un jeu d'enfant pour Mehra. Dans plusieurs cités de la région, la vente d'armes sous le manteau est monnaie courante.
Mohamed a ensuite loué 2 box, le premier pour cacher son scooter et les armes. Dans le deuxième, il a prévu une voiture s'il doit prendre la fuite et 5 000 € en liquide. Selon ses déclarations, Mohamed aurait tout financé en jouant le chauffeur dans le milieu du banditisme. 5 jours après le vol du scooter, le 11 mars 2012, Merah est donc prêt à faire de nombreuses victimes. Seule l'intervention de la police mettra un terme à son épopée macabre. Après 32 heures de siège, Mohamed est prêt à mourir s'il le faut. Il n'a pas bougé depuis la veille. Ce matin, il attend le raid, les armes à la main. L'unité d'élite de son côté se prépare à le déloger. Et pour de bon, cette fois-ci. Au même instant, un voisin filme cette scène devant l'immeuble. On y aperçoit Bernard Squarcini, alors patron du renseignement. Et derrière lui, Amina et Souad Merah, les 2 sœurs de Mohamed. Arrivé là-bas, j'ai attendu. J'aurais vraiment souhaité lui parler, mais on ne nous en a pas donné l'occasion. À 10h30, un commando du raid est déjà derrière la porte de son appartement, prêt à investir les lieux. Dehors, des snipers sont positionnés pour couvrir leur progression. Les policiers viennent d'enfoncer la porte. Ils avancent lentement dans ce capharnaüm, redoutant que Merah ait piégé son appartement avec des explosifs. La progression se fait pendant presque une heure. C'est vous dire à quelle vitesse et avec quelle précaution nous pénétrons dans les lieux. Au moment où nous arrivons au bord de la salle de bain, endroit où il se trouve, on commence à opérer une brèche pour lui envoyer des grenades lacrymogènes. Les policiers commencent à percer la cloison qui les sépare de la salle de bain où se terre Merah. Mais Mohamed sort soudainement de sa cachette. Dehors, des policiers filment la fusillade d'une rare intensité. Il a été décidé de l'abattre Non, pas du tout. Pas du tout. 32 heures de siège. Non, il a été décidé de l'interpeller. Lorsque l'appartement a été investi, c'est Merah qui a tiré sur la police. Ce n'est pas la police qui a tiré sur Merah. La police s'est défendue, en revanche, ça c'est vrai. Merah tire comme un enragé sur les forces de l'ordre. Il espère les repousser pour atteindre la fenêtre du salon, par où il veut s'échapper. Et il va progresser dans l'appartement, au milieu de nous, comme il faut imaginer que là, on est en train de se battre dans un appartement qui fait moins de 40 mètres carrés. Ça vous donne une idée de la violence avec laquelle Mohamed Merah a décidé de mourir. Malgré les 300 balles tirées par les policiers pour le stopper, Merah parvient à atteindre la fenêtre du salon. Et c'est au moment où il va passer le bras au-dessus du balcon que mes snipers vont le neutraliser. Mohamed meurt sur le coup, d'une balle dans la tête, l'autre dans la moelle épinière. Il s'écroule en contrebas dans les buissons de la résidence. Le sentiment des familles, c'est que 32 heures de siège pour ne pas capturer vivant Mohamed Merah, c'est un échec. Parce que ces familles voulaient entendre de la bouche de Mohamed Merah. Pourquoi a-t-il ôté la vie de leur fils? Il est mort, il est parti avec son secret. 2 semaines après la mort de Mohamed Merah, l'officier du renseignement toulousain et plusieurs policiers du raid ont été décorés de la Légion d'honneur. Moez Garsalaoui, le mentor de Merah, a été tué en octobre 2012 par un tir de drone américain au Pakistan. Convaincus que des complices courent toujours, les familles de victimes réclament la déclassification des documents secret défense. Les services de renseignement déjoueraient 2 attentats chaque année en France.